Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons expliquer un sujet très intéressant qui est la conjugaison bactérienne. On vient de dire dans la vidéo précédente que les bactéries se reproduisent par une sorte de reproduction asexuée ou asexuelle qui est la fission binaire. Mais dans certains cas, les bactéries vont se reproduire à travers un processus qui s'appelle la conjugaison. Et dans la conjugaison bactérienne, on va trouver qu'on a deux bactéries. Une bactérie qui est considérée le mâle et une autre bactérie qui est considérée la femelle, alors qu'il n'y a pas de gamètes, alors que ce n'est pas une reproduction sexuelle typique ou sexuée typique, on peut la considérer une forme primitive de reproduction sexuée et les bactéries font ce genre de reproduction sexuée primitive qui s'appelle la conjugaison parce que pendant la conjugaison, les bactéries vont échanger certaines parties de leur matière génétique et donc il y aura une sorte de recombinaison génétique et donc plus de variabilité, plus de diversification et cela donc permet aux bactéries de différentes souches d'être plus adaptées à l'environnement et d'évoluer plus rapidement. Donc, à travers la conjugaison, les bactéries vont acquérir de nouvelles caractéristiques qui leur permettront d'être plus adaptées à l'environnement et d'être favorisées pendant la sélection naturelle, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Cette conjugaison ne se fait pas tout le temps, ce n'est pas la base, c'est l'exception, mais elle est appliquée quand il y a des difficultés ou des changements dans l'environnement. Comme nous voyons dans ce diagramme, nous avons bactérie 1 avec un ADN circulaire plasmide et bien sûr, vous savez que le plasmide est bicaténaire, c'est-à-dire qu'il est formé de deux brins et à travers le pilus, et ce pilus-là a comme origine la bactérie numéro 1 qui va être considérée la bactérie mâle ou masculine et qui est fertile, qui est considérée fertile et qui a le gène de fertilité sur son plasmide puisqu'elle a le pilus. Et à travers ce pilus, le second brin du plasmide va être transféré à la bactérie numéro 2. Donc, à la fin, nous allons voir que chaque bactérie aura un seul brin du plasmide. Ensuite, chaque brin va être répliqué et va donner une copie fidèle et alors toutes les deux vont avoir à la fin un plasmide, une molécule de plasmide qui est identique à la molécule de plasmide de l'autre bactérie. Quand il y aura ici une molécule de plasmide identique à celle-là, ce plasmide-là n'existait pas au début. Ce plasmide-là a été transféré de la bactérie numéro 1. Donc, dans la conjugaison, qui est un moyen de transfert horizontal de gènes ou de matière génétique, on voit que la conjugaison consiste en un transfert horizontal direct d'ADN d'une bactérie qui va s'appeler la bactérie donneuse et qui est considérée la bactérie masculine et qui a le pilus et qui a le gène de fertilité vers une bactérie receveuse. Et cela grâce à un contact physique. Ce contact physique, c'est le pilus que nous venons de voir sur ce diagramme. C'est-à-dire que ce n'est pas à travers une cellule gamète, par exemple. Donc, ce transfert nécessite, comme je viens de le dire, la formation d'un pilus sexuel, le pilus F, et F ici indique la fertilité.
et le matériel génétique transféré est généralement un plasmide. Donc, la conjugaison représente un des mécanismes principaux de la diffusion rapide de certains gènes à travers le pilus et à travers un des brins du plasmide, surtout les gènes de la résistance aux antibiotiques. Donc, si vous avez une souche bactérienne qui est résistante à un certain antibiotique, donc cette souche peut transférer le gène de résistance pour l'antibiotique à travers le pilus et alors la seconde souche receveuse va elle aussi être résistante. Et cela se passe très rapidement à travers le pilus. C'est pas un processus qui prend beaucoup de temps. Donc cela va répandre cette caractéristique de résistance aux antibiotiques. Ce plasmide F qui a le gène qui permet à la bactérie de faire un pilus pour qu'il y ait un tube de conjugaison entre les deux bactéries, le gène qui est responsable de faire le pilus est appelé le facteur de fertilité. Et le plasmide lui-même peut être appelé facteur de fertilité parce qu'il a ce gène ou cette séquence de nucléotides qui permet à la bactérie de former un pilus et alors d'être fertile, c'est-à-dire de pouvoir transférer un brin de son plasmide avec tous les gènes qu'il porte vers la seconde bactérie receveuse. Le plasmide F de fertilité est très important parce que c'est le premier plasmide qui a été décrit par les savants. Et selon ce plasmide de fertilité, les bactéries vont être classées en deux catégories. Les bactéries F+, cela veut dire les bactéries qui possèdent le plasmide F avec les gènes de fertilité, et ce sont donc les bactéries qui sont capables de produire les pili. Et ces pili-là sont appelés pili sexuels parce que c'est pas une vraie reproduction sexuée, mais ils sont appelés des pili sexuels parce qu'ils permettent le transfert du plasmide vers une autre bactérie receveuse et donc permettent une certaine diversification de caractéristiques, juste comme on obtient après une reproduction sexuée. Mais les bactéries F- ou minus, ce sont des bactéries qui ne possèdent pas le gène le gène F de fertilité sur le plasmide et donc qui ne possèdent pas le plasmide F. Donc, ces plasmides, ces bactéries F- ou minus, vont obtenir, après la conjugaison avec une bactérie positive, elles vont acquérir le plasmide et elles deviendront elles-mêmes fertiles. Alors, qu'est-ce que sont les pili sexuels? Les pili sexuels sont des organelles, des structures qui sont présentes sur certaines bactéries et qui sont importantes tout d'abord pour pouvoir attacher la bactérie à l'environnement et aussi ils sont importants parce qu'ils forment le tube de conjugaison où les pili permettent à la bactérie d'échanger une matière génétique avec une autre bactérie receveuse. La bactérie qui a le pili sexuel est donneuse, l'autre qui ne l'a pas et qui reçoit le gène de l'autre bactérie est receveuse. En tout cas, les pili sexuels sont des appendices, des extensions protéiques qui sont situées sur la surface des bactéries. Elles ont plusieurs fonctions. Elles permettent l'attachement entre deux bactéries pour former ce tube de conjugaison et elles permettent aussi l'attachement d'une bactérie à n'importe quelle autre structure dans l'environnement, par exemple une membrane cellulaire. Ils vont former ce tube de conjugaison que l'on appelle pont cytoplasmique. C'est comme un pont qui traverse une rivière, par exemple.
Donc, c'est un pont et à travers ce pont, les gènes vont traverser de la bactérie donneuse à la bactérie receveuse. Donc, elles vont permettre le transfert d'ADN de la cellule donneuse toujours vers la cellule receveuse. Donc, c'est toujours dans une seule direction précise et c'est pour ça que l'on appelle ce transfert unidirectionnel. Quand le plasmide F transfère une partie de sa matière génétique, il transfère seulement un brin. Donc, le plasmide F n'est pas totalement transféré vers la bactérie receveuse. C'est simplement un simple brin. Et puis, après avoir transféré ce simple brin à la cellule receveuse, le brin va être, les deux brins dans les deux cellules donneuses et receveuses vont être répliquées en même temps. À l'issue donc de la conjugaison, les deux bactéries vont terminer par avoir chacune une copie complète du plasmide. Justement, on a aussi un autre plasmide où exactement comme on a un plasmide F, on a un autre plasmide très important qui s'appelle le plasmide R. C'est le plasmide de résistance et qui porte des gènes qui codent des mécanismes de résistance aux antibiotiques. Donc, et alors, tous les deux sont essentiels. On a besoin du plasmide F pour former le pont entre les deux bactéries que l'on appelle le pont cytoplasmique pour permettre le transfert, mais le plasmide R va vous donner la matière que vous allez transférer. Donc les deux sont très liés les uns les autres parce que le plasmide R, c'est le plasmide qui porte ou qui contient le gène pour la résistance aux antibiotiques. Et quand les bactéries ont ce gène-là qui se trouve sur le plasmide R, donc elles seront résistantes à plusieurs familles d'antibiotiques. Par exemple, elles peuvent être résistantes à l'ampicilline, à la tétracycline, aux aminoglycosides, aux sulfamides, c'est-à-dire à différentes familles d'antibiotiques. Euh, Certaines bactéries sont résistantes à d'autres antibiotiques qui ne figurent pas là, mais cela est conféré par d'autres plasmides R. Les plasmides R sont très facilement transférés d'une bactérie à une autre dans euh, une très courte période de temps. Le processus est très rapide et alors cette diversité peut se passer très rapidement ou peut être achevée et obtenue très rapidement. Quelle est l'importance médicale du plasmide R? Quand une bactérie a ce plasmide R, cela présente un avantage sélectif. Pourquoi? Parce que cette bactérie sera favorisée. Cette bactérie ne sera pas détruite. Si toutes les bactéries autour qui n'ont pas le plasmide R sont détruites par l'antibiotique, cette bactérie aura un avantage sélectif et ne sera pas détruite. Qu'est-ce que c'est qu'un avantage sélectif? C'est-à-dire que la pression de la sélection, la pression à cause de cet antibiotique, c'est l'antibiotique qui cause la pression sur les bactéries. Celles qui n'ont pas le plasmide R vont être détruites. Celles qui ont le plasmide R vont être protégées et favorisées. Donc, c'est un avantage d'avoir le plasmide R parce que ce plasmide R me permettra d'être favorisée et de ne pas être détruite et de continuer ma vie et de reproduire, faire des copies de moi-même et avoir des cellules filles. Donc, sous la pression exercée par les antibiotiques, qu'est-ce qui arrivera dans une population de bactéries où on a des souches mutantes et des souches non mutantes? Des souches mutantes qui ont le gène de résistance contre l'antibiotique et d'autres souches non mutantes qui n'ont pas le gène de résistance
contre l'antibiotique. Donc, les bactéries sensibles, c'est-à-dire les bactéries qui n'ont pas le gène de résistance, vont être éliminées. L'antibiotique va stopper ou diminuer leur reproduction, leur multiplication, et leur nombre va diminuer et d'une façon très remarquable. Et alors que les bactéries résistantes, elles, vont survivre. Et si elles survivent, cela veut dire qu'elles vont se multiplier rapidement et qu'elles vont transmettre leur plasmide à d'autres bactéries et continuer et survivre. Ce phénomène-là explique pourquoi il y a une augmentation mondiale au niveau du monde entier. Il y a des souches très répandues qui sont multirésistantes, qui résistent à beaucoup d'antibiotiques. Et un exemple clinique de souches de bactéries importantes dans le monde et qui maintenant résiste à beaucoup d'antibiotiques. Nous avons le Mycobacterium tuberculosis, qui cause la tuberculose des poumons. Nous avons Escherichia coli, qui cause une diarrhée. Euh, Klebsiella pneumonia, qui cause la pneumonie. Euh, Staphylococcus aureus, qui cause des lésions cutanées et d'autres maladies. Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie opportunistique. Elle est très faible, mais elle affecte les personnes qui sont immunodéprimées. Par exemple, les personnes qui reçoivent, par exemple, des stéroïdes, ils ont l'immunité très faible, donc ils vont avoir des infections des reins, etc. Et ces maladies-là et ces bactéries-là deviennent de plus en plus répandues. Et alors, ces maladies-là deviennent de plus en plus résistantes. C'est pour ça, par exemple, qu'on voit que la tuberculose ne répond pas, n'est pas affectée par les antibiotiques standards comme l'ampicilline, par exemple, mais il y a des médications très spécifiques à la tuberculose qui est une bactérie intracellulaire en plus. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser cette caractéristique des plasmides en biotechnologie? Oui, naturellement, parce que les plasmides peuvent être des vecteurs de clonage en génie génétique. Qu'est-ce que c'est que le génie génétique? Le génie génétique, c'est utiliser ce que nous savons sur les gènes pour pouvoir faire des recombinaisons de ADN qui vont être très utiles à l'humanité. Et on ne peut pas faire cela, on ne peut pas appliquer ce que nous savons à propos de l'ADN en biotechnologie si nous ne faisons pas de clonage. Qu'est-ce que c'est que le clonage? Le clonage, c'est obtenir des millions de copies d'un seul segment d'ADN. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir ces millions de copies? Parce que pour étudier un gène, il faut avoir une quantité considérable d'ADN. N'oubliez pas que c'est microscopique, on ne peut pas voir avec nos yeux, c'est microscopique. Donc, il faut obtenir une quantité considérable pour pouvoir analyser, pour pouvoir comparer les séquences, etc. Donc, le travail biotechnologique nécessite que l'on fasse du clonage. Et pour faire du clonage, il faut faire des copies d'ADN. Et pour faire des copies d'ADN d'un certain gène, par exemple, on va attacher ce gène à un plasmide, on va introduire le plasmide dans une bactérie et on va stimuler la bactérie pour qu'elle se multiplie. Et chaque fois qu'elle se multiplie, elle va multiplier l'ADN et nous allons voir tout ça, tout ce qui est concerné au génie génétique dans les
euh, dans les vidéos sur la partie 3 de la molécule, de la biologie moléculaire. Donc, pourquoi les plasmides en particulier sont utilisés pour leur clonage? Comme je viens de le dire, parce que le plasmide vous permet d'insérer un gène. Si par exemple vous voulez cloner le gène de l'insuline, donc vous allez l'attacher à un plasmide et on verra comment dans les vidéos suivantes. Et ensuite, quand vous avez votre gène en question, qui est l'insuline par exemple, et vous l'attachez au plasmide et vous obtenez cette recombinaison d'ADN, donc vous allez pouvoir produire des protéines. Parce que ce gène d'insuline, une fois introduit dans la cellule de la bactérie, va être transcrit et ensuite traduit en une protéine. Pourquoi? Parce que le code génétique est universel. Donc, le même code génétique qui est transcrit et traduit dans une cellule eucaryote des êtres humains peut être transcrit et traduit dans une cellule bactérienne avec des enzymes très semblables aux enzymes des prokaryotes. C'est pour ça que l'insuline humaine que l'on produit de cette façon sont appelées insulines recombinantes ou protéines recombinantes parce qu'elles proviennent de la traduction d'un euh, ADN recombinant qui un jour était attaché à un plasmide. De la même façon, on peut fabriquer des vaccins recombinants. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Un vaccin, c'est le microbe lui-même qui cause la disease, mais qui a été affaibli, atténué ou complètement détruit par une température très haute. Et le simple but d'utiliser ce microbe atténué ou affaibli ou complètement détruit, d'introduire ces protéines dans le corps de l'être humain alors qu'il soit identifié par le système immunitaire comme quelque chose d'étranger, comme une protéine étrangère, et stimuler le système immunitaire à faire des corps, des anticorps, mais en même temps ne pas causer la disease. On va en parler tout de suite. Aussi, quand on clone les gènes, on peut utiliser ça pour prendre ces gènes-là et les introduire dans les cellules de certaines personnes qui sont malades tout simplement parce qu'elles ont des gènes qui sont déficients. Alors quand vous insérez ces gènes-là que vous avez produits par le clonage dans une bactérie, vous pouvez traiter ces personnes-là. Mais la thérapie génique expérimentale, jusqu'à maintenant, n'est pas permise de façon légale dans beaucoup de pays. Euh, et toutes les techniques de biologie moléculaire moderne, comme ce qu'on appelle DNA fingerprinting, qui est très importante pour identifier le père d'un certain bébé, par exemple, de dire que cette personne-là ne peut pas être le père biologique d'un certain bébé. Donc, ça, c'est une technique de biologie moléculaire et on utilise tout naturellement le clonage des gènes pour pouvoir faire toutes ces techniques de biologie moléculaire. Euh, Avant de quitter ce sujet, on doit résumer ce que c'est qu'un vaccin recombinant. Un vaccin recombinant est un vaccin qui est préparé à partir du génie ou utilisant le génie génétique. Comme je viens de le dire, ce vaccin ou les vaccins en général ne contiennent pas le microbe entier. C'est-à-dire qu'un vaccin ne peut pas contenir une bactérie ou un virus qui sont complets et qui sont efficaces et qui fonctionnent. Parce que dans ce cas-là, ils vont causer une maladie. Mais on prend seulement une partie de la bactérie ou une partie du virus, seulement une protéine spécifique ou un fragment
une partie de cette protéine spécifique. Tout naturellement, cette protéine a été traduite à partir d'un gène. Donc, c'est ce gène-là que l'on cible, c'est notre but. On le prend et on le clone dans une bactérie attachée à un plasmide. Cette méthode de vacciner les gens ou les personnes permet d'apprendre au système immunitaire à reconnaître, à identifier et à combattre l'agent pathogène et, comme je viens de le dire, à le reconnaître, à pouvoir le combattre et produire des anticorps, mais sans risquer de développer la maladie elle-même. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, comme je viens de le dire, nous voulons la protéine qui va enseigner au système immunitaire que ça, c'est une protéine étrangère qu'il doit combattre. Donc, comment identifier ce gène? On va isoler le gène et le séparer et on va l'insérer dans la cellule hôte et d'habitude, on l'insère sur un plasmide. Pourquoi un plasmide? On l'insère dans un plasmide si la cellule receveuse qui va cloner est une bactérie. Et ça, c'est normal parce que les bactéries ont des plasmides. Donc, elles sont habituées à recevoir des plasmides et à les dupliquer. Mais parfois, les cellules receveuses où le clonage aura lieu sont des levures, ce sont des eucaryotes unicellulaires ou un virus. Mais en ce cas, c'est dangereux parce que le virus doit être lui-même atténué et parce que si vous l'insérez dans le corps humain ayant à l'intérieur le gène, donc il y a un grand risque ou un risque que le virus affecte, soit réactivé et affecte ou cause une maladie à la personne qui a reçu ce virus. Donc, le virus, c'est le dernier choix. On utilise les bactéries et on utilise aussi les levures. Mais les bactéries sont les vecteurs les plus utilisés. Et puis alors, après avoir cloné le gène dans les bactéries, on va isoler les protéines. On va cloner le gène tout d'abord et on va laisser le gène à l'intérieur de la bactérie pour que la machinerie de la bactérie puisse transcrire et traduire ce gène-là et former les polypeptides qui sont par exemple les molécules de l'insuline ou n'importe quelle autre molécule ciblée. Quels sont les avantages de cette insuline par exemple recombinée? Du vaccin recombiné, haute sécurité. Ici, on ne traduit pas l'ADN en insuline, on traduit l'ADN en les protéines qui forment les parties des bactéries ou des virus, et alors les protéines qui vont stimuler le système immunitaire et faire le vaccin. Le premier avantage, c'est qu'il y a haute sécurité, c'est-à-dire il n'y a pas possibilité, il ne faut pas y avoir de possibilité que ce vaccin-là puisse causer une maladie. Donc le vaccin ne contient aucun matériel génétique, c'est simplement la protéine qu'on a purifiée et alors elle n'est pas capable de provoquer une infection parce que pour provoquer une infection, il faut y avoir deux choses. Numéro un, les protéines de surface du virus, du pathogène ou de la bactérie pathogène et aussi une partie de la matière génétique. Numéro 2, l'avantage numéro 2, c'est le ciblage immunitaire, c'est-à-dire qu'il concentre la réponse du système immunitaire uniquement sur la partie la plus efficace du microbe, la partie la plus distinctive ou effective ou dangereuse du microbe. Et l'exemple très courant, c'est l'hépatite B.
le vaccin contre l'hépatite B qui affecte le foie et qui cause la jaunisse et une fièvre, etc., et qui est très sérieuse et qui est transférée à travers du sang contaminé, le vaccin est recombinant. Ce vaccin a été préparé de cette façon de recombinaison où le gène a été inséré dans une bactérie receveuse portée par un plasmide et alors on a euh, permis à cet ADN d'être transcrit, ensuite d'être traduit en des protéines qui sont les protéines de surface du virus et qui sont capables de stimuler votre système immunitaire pour vous protéger dans le futur quand vous serez exposé au virus et empêcher la maladie de vous attaquer. Mais il n'est pas ce virus-là, le vaccin contre l'hépatite B, euh, n'est pas préparé à travers des plasmides et des bactéries comme l'insuline, par exemple, qui est utilisée en condition de diabète, mais c'est cloné dans des cellules de levure. Je vais stopper ici, je vais m'arrêter ici et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous l'avez aimée, donc cliquez sur like, partagez-la avec vos amis, vos camarades de classe et vos collègues. Écrivez vos commentaires parce qu'ils sont très utiles et abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt. Dans la vidéo suivante, nous allons parler des opérons et leur rôle très important dans la régulation de l'expression des gènes dans les prokaryotes en général et dans les bactéries en particulier. Merci et à bientôt.